mène un combat qui mérite un peu de... Le 28 décembre 2025, la France apprend la mort de Brigitte Bardot. Avec elle disparaît une icône, mais demeure une certitude. Brigitte Bardot a laissé un testament. Un testament qui, dès les premières heures, divise, interroge et dérange. Contrairement à ce que beaucoup imaginaient, ce testament n'a rien d'un geste tardif arraché par la maladie ou la peur de mourir. Il ne surgit pas au dernier moment. Il existait déjà. Depuis longtemps. Bardot l'a construit pierre après pierre, décision après décision, sans attendre l'approbation de quiconque. Très vite, l'attention se porte sur la Madrague. Cette maison mythique de Saint-Tropez, devenue au fil des années bien plus qu'une résidence. Pourtant, réduire le testament de Bardot à une question de biens serait une lecture trop étroite, car ce qu'elle a laissé derrière elle dépasse largement le cadre d'un héritage classique. Son testament ne se limite pas à ce qu'elle donne. Il se définit surtout par ce qu'elle refuse de transmettre. À mesure que sa confiance envers les hommes s'effondrait, elle a redirigé son patrimoine, son énergie et son nom vers une autre fidélité, exclusive et assumée. Ainsi, le testament de Brigitte Bardot n'est pas un document, c'est une position, un choix définitif posé contre le monde qu'elle disait ne plus reconnaître. Pour en comprendre la portée, il faut revenir à l'origine de cette rupture. Bien avant d'être au cœur des spéculations successorales, la Madrague a été une réponse directe, presque instinctive, à un monde que Brigitte Bardot étouffait de plus en plus. Lorsqu'elle acquiert cette ancienne cabane de pêcheur à la fin des années 50, elle est déjà au sommet d'une célébrité devenue envahissante. Les regards, les attentes, les jugements s'accumulent. La maison, elle, promet le contraire. La Madrague n'est pas pensée comme un lieu de réception, ni comme un symbole de réussite sociale. Elle se transforme progressivement en territoire fermé, choisi, contrôlé. Bardot n'y cherche pas le confort, mais la protection. Loin des salons parisiens, loin des obligations, elle construit un espace où les règles sont simples et non négociables. Ici, l'humain n'est pas prioritaire. Au fil des années, cette maison cesse d'être un refuge temporaire pour devenir une position définitive. Chaque aménagement, chaque décision renforce cette séparation. Les animaux y trouvent une place centrale, non par romantisme, mais par conviction. Ils incarnent pour elle une forme de loyauté que le monde extérieur n'a jamais su lui offrir. La Madrague devient alors plus qu'un domicile. Elle agit comme un filtre. Ceux qui y entrent doivent accepter de s'effacer. Pas de mise en scène, pas de privilèges liés au nom, pas de statut hérité. Ce lieu fonctionne à l'inverse des codes sociaux que Bardot a toujours rejetés. Ce choix n'est pas neutre. En s'ancrant ainsi dans cet espace, elle commence à tracer une frontière claire entre ce qu'elle accepte de transmettre et ce qu'elle refuse de laisser lui survivre. La maison devient le prolongement matériel de sa vision. Elle n'appartient plus à une lignée, mais à une idée. C'est à la Madrague que son testament prend forme, bien avant d'être évoqué publiquement. Non pas par des mots, mais par une organisation du monde à son image. Comprendre cet endroit, c'est déjà comprendre pourquoi certaines portes ont été volontairement refermées. Dans l'ombre de ce testament construit dans la durée, une présence demeure pourtant impossible à ignorer. Celle d'un fils, Nicolas Charrier. Un nom que l'histoire de Brigitte Bardot n'a jamais su intégrer naturellement. La relation entre la mère et l'enfant n'a jamais trouvé de terrain stable. Très tôt, une distance s'installe, à la fois géographique et émotionnelle. Nicolas grandit loin de l'univers de la Madrague, loin de cette forteresse où sa mère a concentré sa vie adulte. Ce n'est pas une rupture soudaine, mais une séparation lente, presque silencieuse, qui s'installe au fil des années. Lorsque Bardot publie ses mémoires dans les années 90, cette fracture devient publique. Certains passages, d'une brutalité rare, déclenchent une onde de choc. Le livre ne révèle pas un conflit ordinaire, mais l'incapacité assumée d'endosser un rôle que la société attendait d'elle. Nicolas, blessé, choisit alors la voie judiciaire. Le procès marque un point de non-retour symbolique. La justice tranche, mais le lien, lui, ne se reconstruit pas. Par la suite, une forme d'apaisement distant s'installe. Des échanges existent, des regrets sont parfois formulés, mais sans jamais combler l'écart.
Chacun poursuit sa trajectoire. Nicolas construit sa vie ailleurs, loin du tumulte, loin de Saint-Tropez. Bardot, elle, renforce encore son retrait, recentrant son attachement vers ceux qui, selon elle, ne demandent rien et ne reprochent rien. Cette absence de relation forte n'est pas mise en scène. Elle n'est ni revendiquée ni niée. Elle existe comme un fait pesant, immobile. Dans ce contexte, le testament de Bardot ne s'écrit pas contre son fils, mais sans lui. Il ne procède pas d'un geste de vengeance, mais d'une continuité logique entre une vie organisée autour d'un refus et une transmission pensée hors du cadre familial. Ainsi, ce qui choque aujourd'hui n'est pas une exclusion formelle, mais une évidence construite dans le temps. Le silence entre une mère et son fils est devenu l'un des éléments structurants de ce qu'elle a choisi de laisser derrière elle. Pour comprendre pleinement cette décision, il faut désormais s'intéresser à la mécanique précise qu'elle a mise en place, bien avant que la mort ne vienne figer les choses. Bien avant que la question de l'héritage ne devienne publique, Brigitte Bardot avait déjà tranché. Non pas dans l'urgence ou sous la pression, mais avec une anticipation froide et méthodique. Dès le milieu des années 80, alors qu'elle est encore active et pleinement consciente de sa trajectoire, elle comprend une chose essentielle. Si elle veut que ses choix survivent à sa mort, elle ne peut pas s'en remettre à un simple document final. C'est à ce moment qu'elle met en place un dispositif juridique précis, pensé pour verrouiller l'avenir. La création et la reconnaissance d'utilité publique de la Fondation Brigitte Bardot ne relèvent pas d'un geste symbolique. Elle constitue le cœur de sa stratégie. Une fondation, contrairement à une succession familiale classique, n'hérite pas par affection. Elle hérite par structure. Bardot comprend que le droit français protège les descendants directs et rend impossible toute éviction totale. Elle ne cherche donc pas l'affrontement frontal. Elle choisit le contournement légal. Progressivement, elle organise le transfert de ses biens essentiels vers une entité capable de lui survivre, tout en conservant l'usage de ce qui lui est vital. Chaque décision réduit la part laissée à l'imprévu. La madrague devient alors l'élément central de ce montage. Non pas comme un bien à transmettre, mais comme un lieu à sanctuariser. En cédant la nue propriété tout en conservant l'usufruit, Bardot fait un choix clair. Elle accepte de ne plus posséder pleinement sa maison sur le papier, à condition de rester maîtresse de son espace jusqu'au dernier jour. Ce compromis juridique transforme la maison en héritage verrouillé. Ce geste n'a rien d'un abandon. Il s'agit d'une prise de contrôle sur l'après. Bardot ne prépare pas sa succession, elle la neutralise. Elle retire volontairement certaines décisions des mains de la famille, des héritiers potentiels, voire de l'opinion publique. Ce qui doit rester ne sera pas négociable. Ainsi, le testament de Brigitte Bardot ne s'exprime pas dans un acte final, mais dans cette série de décisions irréversibles prises bien avant la mort. À partir de là, l'issue n'est plus une hypothèse. Elle est déjà écrite. Une fois la structure posée, Brigitte Bardot va plus loin, car un montage juridique, aussi solide soit-il, ne suffit pas à garantir une volonté sur le long terme. Il faut encore lui donner un sens visible, irréversible, presque sacrificiel. C'est là qu'intervient un geste qui surprend même ses proches. Au fil des années, Bardot commence à se défaire méthodiquement de ce qui a construit sa légende. Bijoux, parures, objets liés à ses films, souvenirs d'une époque où son image faisait le tour du monde. Rien n'est conservé par nostalgie ou par attachement symbolique. Ces éléments sont vendus, dispersés, transformés en ressources financières. Non pour entretenir un train de vie, mais pour alimenter une œuvre appelée à lui survivre. Ce choix marque une rupture nette avec la logique habituelle des grandes figures publiques. Là où d'autres cherchent à préserver leur patrimoine comme une extension de leur mémoire, Bardot choisit l'effacement matériel. Elle retire progressivement de l'équation tout ce qui pourrait être revendiqué, convoité ou récupéré après sa disparition. Plus elle se dépouille, moins il reste à transmettre. Ce mouvement n'est pas dicté par une quelconque aversion pour le passé. Il répond à une logique précise. En se séparant de ses biens les plus emblématiques, elle empêche toute relecture posthume de sa vie à travers des objets. Elle refuse que son héritage devienne une collection, un musée ou un argument marchand. Ce dépouillement progressif a un autre effet, plus discret mais tout aussi déterminant. Il réduit considérablement la matière des conflits futurs,
moins de biens personnels, moins de marge d'interprétation. Ce qui subsiste est déjà affecté, orienté, verrouillé par des décisions prises de son vivant. La succession cesse alors d'être un moment de redistribution pour devenir une simple confirmation. Ainsi, le testament de Bardot se renforce sans jamais être écrit noir sur blanc. Il se construit par soustraction. Chaque renoncement élimine une possibilité de retour en arrière. Chaque vente, chaque don, chaque transfert éloigne un peu plus l'idée d'un héritage familial traditionnel. À ce stade, il ne s'agit plus de transmettre quelque chose à quelqu'un. Il s'agit de faire en sorte que certaines choses ne puissent plus jamais changer de main. La dernière étape de ce processus concerne un lieu précis, chargé d'une valeur qui dépasse toute estimation financière. À ce stade, il ne restait plus qu'un point à verrouiller, le plus symbolique, le plus sensible, la madrague. Car si l'essentiel du patrimoine avait déjà été réorienté, ce lieu continuait de cristalliser toutes les projections. Maison, refuge, mythe. Brigitte Bardot savait qu'en laissant planer la moindre ambiguïté, elle ouvrait la porte à une récupération future. La décision est alors prise de manière définitive. La madrague ne sera jamais un bien transmissible au sens humain du terme. Elle cesse d'appartenir à une lignée pour devenir un espace figé dans une fonction précise, sanctuaire. Quartier général. Point d'ancrage d'un combat qui ne doit pas dépendre des générations à venir. Ce choix n'est pas motivé par la défiance envers une personne en particulier. Il répond à une méfiance plus large, celle des compromis, des arrangements, des renoncements progressifs que le temps impose souvent aux héritiers. Bardot refuse que sa maison soit un jour vendue, transformée, vidée de son sens initial au nom de la raison ou de la rentabilité. En retirant la madrague du circuit classique de la succession, elle la place hors du temps. Le lieu n'est plus appelé à évoluer. Il est destiné à rester fidèle à une vision arrêtée, sans interprétation possible. Cette immobilité voulue devient le cœur même de son testament. Ainsi, lorsque la mort survient, rien ne bascule réellement. Les décisions sont déjà actées. Les marges de manœuvre inexistantes. Ce qui devait rester est resté. Ce qui devait disparaître a été effacé bien avant. Mais il restait encore une volonté, plus intime, plus silencieuse. Une dernière frontière à franchir, non pas dans le droit, mais dans la mort elle-même. Une fois l'héritage matériel figé, Brigitte Bardot se confronte à une question qu'aucun montage juridique ne peut entièrement résoudre, celle de sa propre disparition. Car pour elle, quitter ce monde ne signifiait pas seulement mourir, mais risquer d'être à nouveau exposé, déplacé, récupéré. Même la mort devait obéir à ses règles. Depuis des années, elle exprimait une crainte précise. Être arraché à la madrague. Finir dans un lieu public soumis au regard, aux visites, au tourisme de la mémoire. L'idée d'un cimetière célèbre, transformé en étape obligatoire pour curieux et admirateurs, lui était insupportable. Elle refusait que le silence qu'elle avait patiemment construit soit brisé après son dernier souffle. Sa volonté était simple, mais juridiquement complexe. Rester. Reposer là où elle avait vécu, parmi les animaux qui avaient partagé son quotidien. Non pas comme un geste romantique, mais comme une continuité logique. Pour elle, la madrague n'était pas une maison à quitter, mais un territoire auquel elle appartenait déjà. Cette exigence se heurte pourtant à une législation stricte. En France, l'inhumation sur une propriété privée demeure une exception rare, encadrée par des règles sanitaires et administratives sévères. Autorisation, expertise, accords préfectoraux. Rien n'est automatique. Jusqu'au bout, l'issue reste incertaine. Les démarches se déroulent loin des caméras, dans la discrétion la plus totale. Bardot avance avec la même détermination que celle qui avait guidé ses combats passés. Sans éclat, sans compromis apparent. Il ne s'agit pas d'un privilège réclamé, mais d'une cohérence revendiquée. Ce dernier souhait révèle une chose essentielle. Brigitte Bardot ne cherchait pas à marquer la mort par un geste spectaculaire. Elle voulait l'effacer, rester hors du circuit, hors du récit officiel. Rejoindre un silence choisi, à l'abri des foules qu'elle avait passé une vie entière à fuir. Ainsi, même après sa disparition, elle impose une frontière, la même que celle qu'elle avait dressée de son vivant entre elle et le monde. Lorsque tout est dit, lorsque les biens sont répartis et les volontés exécutées, une évidence demeure. Brigitte Bardot n'a pas cherché à être comprise,
Elle n'a jamais attendu l'adhésion. Ce qu'elle laisse derrière, elle n'est pas une leçon, encore moins un modèle. C'est le résultat brut d'une vie vécue en opposition permanente avec ce qu'elle refusait d'accepter. Son testament ne parle pas d'argent, ni même de la madrague. Il parle d'un désengagement progressif, d'un retrait assumé. Bardot a choisi de se soustraire au monde humain plutôt que de négocier avec lui. Ce choix, elle l'a prolongé jusqu'à l'extrême en organisant son héritage comme une frontière définitive. La France hérite donc d'une figure impossible à classer. Ni héroïne morale, ni victime à absoudre. Une femme qui a préféré la fidélité silencieuse des animaux à l'instabilité des liens sociaux. Une femme qui a transformé sa célébrité en outil, puis l'a volontairement effacée pour ne laisser subsister qu'une cause. Reste alors une question, sans réponse claire. Ce testament est-il l'acte ultime d'une liberté radicale ou la trace d'une solitude jamais réparée? Était-ce une manière de protéger ce qu'elle aimait ou d'exclure ce qui l'avait blessée? Brigitte Bardot ne tranche pas. Elle s'est retirée sans expliquer, laissant à la France le soin d'interpréter. Peu, être, est-ce là son dernier geste de contrôle? Forcer le silence, refuser le jugement définitif. Et rappeler, une dernière fois, que certaines vies ne se transmettent pas. Elles se ferment.